Dominique Boulier, je suis très heureux de vous accueillir. Dominique Boulier, vous êtes sociologue, professeur émérite aujourd'hui à Sciences Po, et vous avez été cofondateur avec Bruno Latour du Media Lab de Sciences Po, dont vous avez été le coordinateur scientifique. Vous êtes allé mettre en place, construire aussi le Social Media Lab de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Vous avez une bibliographie impressionnante, je ne peux pas tout citer aujourd'hui. Votre travail, en tout cas globalement, s'attache à analyser le numérique et l'Internet comme des formes de mutation culturelle. Et je citerai simplement une synthèse très complète et largement félicitée que vous avez publiée, qui s'intitule « Sociologie du numérique », et j'invite tout le monde à s'en inspirer, en tout cas à le lire, quoi. Vous venez de publier aussi « Propagation, un nouveau paradigme pour les sciences sociales » en 2023, et je vous invite à me rejoindre. Bonjour à tous, merci. J'espère que vous êtes bien réveillés parce que ce n'est pas une conférence de complaisance, quoi, hein. Ça va être un peu... Donc, soyez... alors, je ne vais pas non plus être forcément capable de maintenir votre attention au même niveau tout le temps, mais j'espère surtout introduire quelques axes de recherche ou d'analyse qu'on n'a pas encore entendu trop, parce que, comme le disait la directrice, effectivement, on n'a pas arrêté de causer de ça, donc qu'est-ce qu'on a encore à dire? C'est un peu le problème. Je vais essayer de répondre à tout cela. Alors, dès que j'aurai trouvé le bon bouton... Non. Tiens, ouais. Ça va pas tarder. Il ne fonctionne pas. Oui, c'est un problème d'interface. C'est de ça dont je vais parler. Oui. Bon. Oui, mais ça ne fonctionne pas. Bah ok. Ça marche là? Bon, bah oui, normalement c'est ça. Bon, c'est bon. Voilà, alors précisément, on a un petit peu l'impression que le débat sur l'intelligence artificielle qui aurait pu avoir déjà lieu il y a très longtemps et qui a eu lieu de fait, mais un peu à un rythme plus raisonnable, je dirais, il a été un peu préempté par les initiatives commerciales disruptives de OpenAI il y a un an, quasiment exactement d'ailleurs. Donc le problème, c'est que maintenant, on va être obligé de survivre à ces passages à l'acte pour essayer de continuer à penser l'IA et non pas seulement à réagir à l'offre qui est faite et à considérer que du coup elle est fatale et qu'on ne peut pas en sortir d'une façon ou d'une autre. Alors évidemment, c'est un coup de force qui est très en ligne avec les stratégies de disruption de toutes les firmes californiennes notamment, mais pour moi c'est un bon exemple. J'en profite pour montrer mon livre parce qu'en réalité je fais tout un chapitre sur la diffusion des innovations comme propagation justement, mais alors ce cas-là il est superbe. Et nous y avons tous contribué à un moment ou à un autre, ne serait-ce qu'en jouant un tout petit peu avec ChatGPT, c'est bon, nous avons contribué à la propagation de cette innovation gratuite bien entendu, etc. Et alors le problème c'est que ça emporte avec lui bien entendu beaucoup de préconceptions, beaucoup de modèles, beaucoup d'a priori, et qu'il est très difficile de s'en sortir. Et c'est ça qui m'importe de ce point de vue. Donc, penser l'IA, du coup, ça va être un petit peu penser l'IA malgré ChatGPT, que j'appelle pour rire ChatGPT, c'est pas très rigolo d'ailleurs. Et donc, pour pouvoir choisir quand même, et non pas seulement s'adapter, puisque c'est impératif libéral, s'il faut s'adapter, eh bien là, il nous revient encore dans la figure, on ne peut pas en sortir. Eh bien, si, on doit pouvoir en sortir, mais certes, non pas en freinant seulement et en s'enfermant dans son bunker, mais en considérant qu'il y a toujours d'autres façons de faire. Il y a des alternatives, il y a du pluralisme, il y a des choses qu'on doit pouvoir choisir. Et c'est pour ça que je dis, sans oublier qu'il existe d'autres IA que celles d'OpenAI, et oui, d'autres IA que des IA génératives, ça fait des dizaines d'années que ça existe, des symboliques ou des connexionnistes, et d'autres IA que des connexionnistes, justement, qui fonctionnent effectivement à ces réseaux de neurones. On a l'IA symbolique continue à vivre, continue à produire des choses intéressantes. D'autres IA que propriétaires, puisque malgré le nom d'OpenAI, c'est pas du tout open, rappelons-le. D'autres IA que conversationnelles, et il faut rappeler que c'est ça qui fait le grand succès, je vais y venir assez longuement sur cette dimension des interfaces. D'autres IA que généralistes, puisque là apparemment IA ChatGPT prétend répondre à tout cela de façon très large, à tout type de demande.
Alors qu'en réalité, on sait que dans certains domaines, on a des chances d'obtenir des résultats beaucoup plus intéressants si on travaille avec des corpus de documents bien sélectionnés pour des objectifs professionnels bien définis, etc. D'autres IA que gratuites, parce que précisément, à un certain moment aussi, il va falloir se mettre en face des réalités, vu les coûts qu'il y a là. C'est une opération financière extraordinaire qui suppose précisément des investisseurs pour pouvoir écraser la concurrence, puisque c'est ça le but du jeu, d'être le premier entrant et de passer à l'acte pour empêcher les autres de prendre position, alors qu'ils étaient déjà prêts d'ailleurs, mais comme Meta ou comme Google, mais conscients un peu des risques, ils ont retenu leurs produits, et bien, ils se font doubler évidemment par un nouvel entrant qui a obtenu, lui, l'appui de Microsoft, sans lequel, effectivement, ils ne peuvent pas fournir ces services gratuits, évidemment. D'autres IA que boîte noire, il existe aussi des IA boîte blanche, rappelons-le, et c'est quelque chose qui doit être exploré les uns les autres. Moi, j'ai travaillé, et je continue d'ailleurs à travailler avec mes collègues de Compiègne, et notamment avec Ziad Zalila, qui a produit effectivement des IA en logique floue, mais qui sont effectivement boîte blanche. Et on peut effectivement savoir ce qui s'y passe réellement. Et puis enfin, d'autres IA que la version actuelle, parce que c'est ça le problème. Quand on nous dit qu'il faut s'adapter, on s'adapte à quoi? La version de GPT-3, GPT-4, GPT Turbo maintenant? Et vous allez voir que ça fait beaucoup de différence. Hein. Et ça continuera. Donc, à quoi forme-t-on nos étudiants, par exemple? Eh bien, c'est une vraie question, parce que cette course effrénée à l'innovation sans discussion a priori et sans cadrage des conséquences de tout cela, eh bien, aboutit effectivement à une multiplication des initiatives et à une adaptation, mais un peu au hasard, un peu en courant comme le canard qui court sans tête. Bon. Alors moi, ce qui va m'intéresser, ce sont effectivement, et c'est pour ça que je vous disais, attention, orientez bien votre attention sur tout cela, parce qu'il y a deux dimensions qui sont dans l'innovation récente des IA génératives conversationnelles, qui est effectivement un peu particulière et qui méritent une attention, mais c'est des choses qu'on connaît bien à l'ENSIB, que tous les gens qui ont travaillé sur les questions du document, et je me souviens bien entendu de Jean-Michel Salin ici, sur le réseau documents qu'on avait fait, auquel Manuel Zaclade aussi avait participé, Guylaine aussi, qui est par là, voilà exactement. Donc, toute cette histoire de documents, on y a travaillé, et notamment avec cette dimension des deux aspects, c'est-à-dire qu'il y a une interface, et il y a aussi une architecture de connaissances en même temps. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, c'est cela qui nous intéresse. Et évidemment, les bibliothèques, c'est une situation importante et essentielle, et des compétences vraiment vitales pour pouvoir comprendre ce qui se passe à ce niveau-là. Alors j'appelle ça effectivement des technologies cognitives, dans le sens où c'est à peu près tout dispositif matériel et logiciel qui nous fait penser différemment, qui on attribue une agency, c'est-à-dire on dit tiens, ça nous fait penser, ça nous oblige d'une certaine façon, et à partir de ce moment-là, on est amené effectivement à transformer nos façons de penser, voire d'agir quand c'est lié effectivement à ces opérations-là. C'est le cas typiquement du GPS, où quand on est passé d'un panneau indicateur qui fait partie d'un système d'ailleurs de panneaux indicateurs, eh bien c'est pas la même chose que de réfléchir avec une carte, de s'orienter avec une carte, et c'est plus du tout la même chose que s'orienter avec un GPS, qui évidemment est couplé à une action, à un environnement, et qui va être distribué. Donc c'est très important de voir que tout cela, ce n'est pas innocent, ce n'est pas anodin, et qu'il y a encapsulé dans chacun de ces produits des façons de penser et des orientations implicites, qui sont discutées quelquefois, qui sont quelquefois mises sur la table, mais pas toujours, y compris du point de vue des concepteurs. Hein. Ce n'est pas pour dire qu'il y a des grands manipulateurs derrière tout ça, mais le problème, c'est que ça entraîne un certain type de comportement, ça les favorise tout au moins, et puis derrière, ça suppose un certain type de connaissance. Alors donc, c'est ces deux dimensions associées sur lesquelles je voudrais qu'on réfléchisse pendant mon intervention. C'est d'une part le fait que c'est un agent conversationnel, qu'on a appelé du chat, mais maintenant on est bien au-delà de quelque chose de classique du chat, qui suppose du coup un accès aux données, des commandes et une interaction avec les prompts et la conversation, l'effet de conversation, qui n'est pas du tout seulement celui d'un prompt classique. Et puis de l'autre côté, les Large Language Models, effectivement, qui sont des modèles de langage pré-entraînés, rappelons-le, avec GPT-3 ou 4, ou avec d'autres transformers d'ailleurs, mais ce qui suppose effectivement des données en masse. Donc je vais revenir sur ces deux facettes-là. Mon intérêt, c'est d'essayer de coupler les deux et de comprendre à quoi nous faisons face actuellement. Et est-ce que c'est vraiment ça qui nous intéresse, ou est-ce qu'on a d'autres façons de faire? Voilà un petit peu la discussion dans laquelle je voudrais que nous entrions. Alors évidemment, vous me direz, quel est l'intérêt, quand on parle d'intelligence artificielle, pourquoi s'intéresser encore aux interfaces? Après tout, c'est très en surface, justement, quoi.
Eh bien si, justement, c'est que les interfaces nous font faire un certain nombre de choses, font quelque chose et nous font faire. C'est la définition d'agency, effectivement. Et s'ils sont en surface, effectivement, c'est très important parce que c'est la seule façon avec laquelle nous avons accès aux signaux qui sont transmis. Et c'est vrai non seulement avec les machines, mais c'est vrai aussi entre humains. Évidemment, on a tendance à valoriser le langage, l'expression linguistique, orale ou écrite facilement. Mais en réalité, il y a plein d'autres signaux qui sont transmis, qui sont des interfaces et qui ne nous donnent aucune information sur les états mentaux que vivent ou qu'expérimentent les sujets avec lesquels nous discutons. Donc, acceptons cela. C'est une leçon aussi à retenir, comme quoi c'est très important de prendre en compte nos capacités à traiter avec ces interfaces. Et les interfaces sont en fait ce cadre cognitif de perception des signaux et d'envoi des commandes. Et tout le reste, il faut l'admettre, c'est opaque. Alors après, on trouve des moyens d'essayer d'extraire tout cela. Donc se dire, moi j'ai travaillé beaucoup dans l'analyse des utilisateurs et de leur comportement. On a inventé tout un tas de méthodes pour capter ce qu'ils font et d'essayer d'inférer ce qu'ils en pensaient ou quelle est la démarche cognitive qu'ils avaient derrière, etc. Ben oui, mais on le fait de façon expérimentale et en réalité, c'est parce qu'on réduit beaucoup de choses, etc. Donc tout cela, c'est quelque chose de très compliqué et l'expérience ordinaire consiste au contraire à admettre que nous supposons un certain nombre de choses et que finalement, nous débrouillons à agir comme si, jusqu'à ce que qu'il soit démontré que c'est faux et à ce moment-là, nous révisons nos a priori dans les relations interhumaines. Je veux dire. Et donc là, dans ce cas-là, nous attribuons une certaine agentivité à la machine aussi en disant qu'est-ce qu'elle est en train de faire, qu'est-ce qu'elle nous demande, qu'est-ce qu'elle est en réalité, quel processus elle met en œuvre, et nous sommes capables du coup de traiter les signaux qu'elle nous envoie, mais nous n'avons pas accès à grand-chose d'autre. Alors là, pour moi, je trouve que c'est une remise en valeur de la puissance du test de Turing, où ce qui me paraît important, moi, dans le test de Turing, c'est de retenir cette façon de le formuler, où est intelligente une machine qui paraît intelligente aux yeux des humains, c'est-à-dire qui paraît intelligente, point. C'est-à-dire, c'est seulement au niveau des interfaces. Donc, ce n'est pas une déclaration sur l'intelligence en tant que telle, c'est là la puissance du test de Turing et de Turing en général, c'est qu'effectivement, il réduit les problèmes ou il les reconvertit d'une autre façon. Et en réalité, on ne va pas discuter de ce qui est intelligent ou pas, ça on s'en moque un peu, parce qu'on peut faire ça tout le temps. En revanche, l'important, c'est ce que nous percevons comme intelligent et quelle attribution d'intelligence nous faisons. Et à ce moment-là, il suffit d'avoir un certain nombre de signaux pour que, oui, ça a l'air intelligent. Et ça suffit à transformer, y compris nos comportements. C'est cela qu'il faut avoir en tête. Et évidemment, l'interface, à ce moment-là, joue un rôle considérable pour ça. Alors, du coup, dans ces moments-là, il est très important d'avoir une vision historique. Je crois vraiment que c'est l'essentiel et que les ingénieurs qui développent ces systèmes-là, d'ailleurs, devraient avoir une culture historique bien plus élevée. Je le sais pour avoir enseigné dans les écoles d'ingénieurs une grande partie de ma vie. La partie historique est souvent très insuffisante, alors qu'on a beaucoup de choses à apprendre de cette mise en perspective historique. Alors, ce que je voulais vous proposer, c'est justement cette mise en perspective à travers plusieurs systèmes. Vous vous en souviendrez pour les plus anciens. Pour les autres, ça paraîtra tellement naturel ou archaïque que ça n'a aucun intérêt. Si, c'est intéressant. Le WYSIWYG, c'est très important. Déjà, je ne suis pas sûr que tout le monde se souvienne de ce que ça veut dire WYSIWYG. Bon, mais ça sera un test intéressant à faire. Mais what you see is what you get, c'est quelque chose qui était vraiment très important au début des années 80, 84, on va dire, puisqu'avant, effectivement, c'est pour ça que je vais y venir après, mais on faisait du code, on produisait des lignes de code. Et bien là, le fait d'accéder avec des systèmes de Graphic User Interface, c'était vraiment très important. On avait la vue et le toucher et la souris, et avec ça, on pouvait paramétrer tout un tas d'éléments. Je vais venir ensuite à toutes les conséquences de cela. En 90-91, on a le web, qui est aussi une mutation d'interface, on l'oublie souvent, mais le lien, c'est quelque chose qui n'avait aucun sens avant. Là, le lien, c'est devenu systématique. Donc, vous voyez quelque chose de souligné, plac, vous dites c'est à cliquer. Donc, c'est une affordance, comme on dit. Ça vous dit que c'est à cliquer. Bon, quelquefois, vous vous trompez, parce que vous dites tiens, c'est à cliquer, c'est pour télécharger le logiciel PDF, machin. Bon, ça n'a aucun intérêt. Ça ne dit rien du statut de ce qui est à cliquer. Mais c'est quand même une organisation, une programmation de votre propre action, une affordance, qui est vraiment très importante. Ensuite, on a effectivement l'écriture wiki, dont Wikipédia est le parangon, si l'on veut, où là, effectivement, on a seulement, bien entendu, en termes de modalité, on a la vue, le clic, mais on a l'écrit, on commence à contribuer et on intervient sur des documents
en direct, et on peut, y compris, les voir se transformer, etc. Et puis 2007, évidemment, c'est l'iPhone et le tactile, coup de force extraordinaire, et là, qui n'est pas un coup de force à la mode de ChatGPT, c'est-à-dire qu'en réalité, effectivement, on sait d'emblée qu'il y a un marché, que c'est organisé, il y a une offre commerciale, mais c'est pas... Et ça s'achète très cher, d'ailleurs, à l'époque, déjà, mais en attendant, ça change totalement le point de vue de l'interaction avec le téléphone. Vous vous en souvenez certainement cette fois-ci. Et donc, en 2023, on a ce ChatGPT avec du texte et désormais du vocal, vous le savez. Hein. Donc désormais, c'est aussi à commande vocale. Ce point-là est très important parce que dans l'étape de disparition apparente oui, de l'interface, eh bien là, on franchit encore un stade, même si vous aviez effectivement des assistants vocaux à domicile. Là, on est dans une autre étape tout à fait différente puisqu'on entre vraiment dans des conversations. J'ai éliminé délibérément pour simplifier le problème et surtout pour garder en tête l'exigence du niveau collectif d'évolution de nos relations avec les machines. J'ai supprimé effectivement tout ce qui s'est passé dans le domaine du jeu. Il y en a beaucoup. Hein, les manettes, la Wii par exemple, les pédales, les tapis aussi. Vous savez ce que c'est. Bon, vous dansez, vous avez des tapis qui sont des interfaces. Les pieds, donc les pieds ont été mobilisés, mais on ne va pas... comment dire, on a bien vu que ce n'est pas quelque chose qui est passé dans les usages ordinaires, sans parler des lunettes de réalité virtuelle, dont on nous prétend qu'elles seront universelles, ce qui est totalement faux, évidemment. Du coup, ça a des conséquences sur les mutations industrielles aussi qu'il faut avoir en tête. C'est-à-dire que ça entraîne des ruptures avec les systèmes précédents. À chaque fois, il y a une vraie rupture qui est intéressante à analyser. J'emploie jamais le terme de révolution parce qu'effectivement, on l'emploierait, vous voyez bien, on l'emploierait tout le temps. Qu'est-ce qui est la révolution ? Ben oui, ça n'arrête pas de se révolutionner lui-même. Donc, à partir de là, il vaut mieux parler soit de rupture et identifier exactement de quoi on parle en termes de rupture, mais sans pour autant en faire, le principe qui va tout changer, parce qu'on n'a pas arrêté de changer. On a appris à faire ça. Alors, je suis de ce point de vue-là en pleine convergence, disons, avec Elisabeth Einstein quand elle parlait de l'imprimerie, où elle parlait de la révolution de l'imprimé, ce qui est un peu embêtant parce que dans son document, dans son texte, son livre, en réalité, il montre bien que ce n'est pas une révolution, c'est une façon de transformer et d'amplifier, le terme est important, d'un ensemble de processus qui étaient déjà à l'œuvre dans la société à divers niveaux, et donc toutes les dimensions qu'elle traite, puisque c'est vraiment une source pour moi très importante, ce livre, une inspiration pour l'analyse du numérique, eh bien, elle montre bien que c'est une amplification de tout ce qui s'y passait. Mais il y en a qui sont un peu plus amplifiés que d'autres, et c'est à ce moment-là qu'il se passe des changements intéressants. Donc, quand on passait au WYSIWYG, effectivement, c'était les lignes de code qu'on abandonnait. Le web, c'était la bibliothèque, même si certains ont pensé que le web était une bibliothèque, ce qui n'a jamais été le cas. De la même façon, pour Wikipédia, on a parlé d'une encyclopédie, mais ce n'est plus une encyclopédie, donc on est sorti de l'encyclopédie, justement, avec ce système de contribution qui était institué, et le type d'écriture collective qui était permis. Et puis l'iPhone tactile, effectivement, on a abandonné la commande par touche et code, et désormais, avec ChatGPT, on abandonne aussi une commande par fonction, où on identifie, même sur un tableur, on touche un certain nombre de choses. Ben oui, là, désormais, on va pouvoir commander un tableur vocalement. Vous voyez, et vous lui demandez non pas de faire une somme, ceci, etc., mais vous lui racontez une histoire, vous lui dites ce que vous voulez, et puis voilà, c'est des choses que le système est capable de faire derrière. La première fois que j'ai vu ça, j'étais un peu impressionné quand même. Parce qu'effectivement, je me disais, bon, commander des calculs sur un tableur Excel tout bête, seulement en faisant des commentaires en termes dans le langage ordinaire, c'était un peu étrange, vous voyez. Ce qui vous paraît peut-être une réduction, une régression, j'allais dire, parce qu'après tout, une fois qu'on a appris un certain nombre de commandes quand même sur Excel, bon, ça va, on sait se débrouiller, quoi. Eh bien oui, mais il y a tout un tas de gens qui ne les ont pas appris, et pour tout un tas d'autres gens, ça va être une ouverture pour promouvoir des calculs et des idées de mise en corrélation qu'on n'aurait pas eu, qu'on n'aurait pas su formuler autrement. Alors l'effet industriel, il est très important, ça veut dire qu'on a d'un côté le PC, c'est le moment où l'informatique personnelle naît, en 80-84, et avec le Mac, qui en est le prototype, et puis ensuite le web, en tant que système d'information global, le Web 2 en 2002,
2001 d'ailleurs, pourquoi j'ai gardé 2002 là, mais bon. En 2007, c'est effectivement le smartphone, les applis et les App Store, tout cet univers dans lequel nous vivons au quotidien avec nos téléphones. Et nous avons désormais autre chose qui n'est plus le web. Hein, les apps, ce n'est pas le web. Donc c'est des choses importantes à reconnaître aussi. Et puis enfin, des agents conversationnels, de l'IA générative. Donc ça, c'est des choses qui sont désormais sur le marché aussi et qui vont changer radicalement l'ensemble de l'offre industrielle elle-même. Hein, donc ça, c'est très important. Maintenant, j'essaye de commencer à rentrer dans le lien qu'on peut faire entre ces mutations d'interface et les mutations des affordances cognitives, donc de l'ensemble de ces possibilités qui ont rapport avec notre façon d'exploiter nos connaissances. Eh bien, l'organisation des connaissances avec lesquelles nous interagissions quand nous sommes passés au WYSIWYG, effectivement, c'était un système d'exploitation, un OS, et puis des accès à des logiciels, mais ce n'était pas plus que ça en termes de connaissances. C'est-à-dire qu'on avait effectivement un capital de programmation, si vous voulez, qui était mis à disposition, ce qui est déjà un certain type de connaissances, évidemment. Ensuite, avec le web, on voit bien que c'est le graphe des liens hypertextes qui va devenir lui-même qui va rendre possible le calcul d'un ranking que Google va dominer en tant que moteur de recherche, même si on était parti sur des annuaires à une époque. En réalité, vous voyez bien que là, on a totalement transformé notre représentation des connaissances à travers ces graphes. Dans l'écriture wiki, eh bien, on voit bien que cette écriture distribuée, révisable, coopérative, en temps réel, ça donne un statut à la connaissance qui est très différent, c'est-à-dire qu'elle est vraiment dynamique et révisable précisément, c'est ça qui est très important. Dans l'iPhone, on a presque l'inverse, c'est-à-dire qu'on a des applications fermées, c'est la fin du web, que disait Anderson, mais effectivement c'est quelque chose d'important, c'est que c'est quelque chose qui tourne sur lui-même et qui suppose des passerelles spécifiques qu'on appelle effectivement des API. Et puis enfin, avec ChatGPT, eh bien, nous avons finalement, en termes d'organisation des connaissances, on a surtout l'impression, parce que c'est plus compliqué que ça, mais en réalité, c'est Slack qui est créé comme attente, aussi une réponse à tout, non sourcée, ce qui évidemment devrait troubler les bibliothécaires, et puis généré par une IA probabiliste. Je vais y revenir. Alors, comme toutes les IA d'ailleurs qui sont probabilistes, hein, c'est pas ça qui est particulier, mais c'est le fait que l'organisation de la connaissance derrière est effectivement structurée de façon probabiliste pour générer les phrases qui servent de réponse. Le processus attentionnel qu'il y a derrière, effectivement, consiste à vous permettre de fabriquer des documents comme un imprimeur, pour ceux qui ont connu le début du Mac, de pouvoir jouer avec toutes les fontes, vraiment de délirer d'ailleurs, en se disant on peut produire, documenter des choses comme ça, c'était un vrai bonheur, quoi. Et Steve Jobs avait une formation en typographie, je vous rappelle. De surfer pour le web, et d'explorer, de rechercher, donc c'est une dynamique qui est particulière, c'est-à-dire que c'est une incitation à la recherche et à la prolongation, à l'exploration. Pour Wikipédia, pour l'écriture wiki, c'est l'idée de contribuer, donc on peut y contribuer, et les petites contributions organisent la connaissance collective. Pour l'iPhone, effectivement, un point important pour le tactile, c'est aussi qu'on reçoit des signaux et qu'on est en alerte permanente et qu'on peut réagir. Donc on a une dynamique de relation à type de contenu qui sont proposés par les applications qui est totalement différente. C'est quelque chose qui vous saute à la figure, j'allais dire, d'une certaine façon, même si après on a appris qu'il valait peut-être mieux éventuellement s'en protéger un peu. Pardon. Et puis enfin, pour ChatGPT, eh bien, on voit bien qu'il s'agit de s'immerger dans l'interaction. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement puissant. On est quasiment dans une logique d'interaction, notamment dans la partie vocale, évidemment. Alors oui, je précise que je n'ai pas pris en compte le peer-to-peer qui aurait mérité un point particulier. Je l'ai plutôt intégré à l'écriture wiki. Mais cette distribution des fichiers, cette perception de la distribution partielle d'ailleurs des fichiers, qui fait que quand vous êtes sur un torrent, vous les voyez s'afficher par morceaux, comme ça, bon, c'est quelque chose de très original en termes de relation à un ensemble de connaissances qui sont distribuées sur des machines non identifiées d'ailleurs. Et ça, c'est quelque chose de très spécial, c'est une expérience particulière, mais qui n'est pas forcément d'ailleurs entrée dans les mœurs massivement, mais qui se rapporte aussi à cette dimension coopérative que j'évoquais pour le wiki. Et puis pour terminer les tableaux, parce que là, vous allez en mourir avec tous ces tableaux, mais c'est juste pour vous montrer qu'on essaye d'être systématique pour se dire est-ce que ça tient, est-ce qu'on évolue bien, est-ce qu'on peut voir l'évolution réellement. Derrière, pour moi, dans toutes les IA, et c'est le problème clé, c'est que quand on discute des IA, on ne discute pas réellement, on les
on a tendance à les désencastrer. C'est la tendance, le risque actuel, c'est-à-dire que le calcul se désencastre. Ce qui est, j'emploie cette expression-là en référence à Polanyi, quand il parlait de l'économie, qui s'est désencastré avec l'émergence de la discipline économique au 19e, en faisant comme s'il y allait avoir des lois de l'économie indépendantes de son encastrement dans le social, dans les règles sociales, le droit et l'ensemble des autres normes qui font les sociétés. Et donc là, on a l'impression que le calcul se désencastre et qu'il y a tout un tas d'une sphère qu'on appelle quelquefois la classe vectorialiste qui serait capable de décider dans son coin ce qu'on doit faire, indépendamment du fait qu'en réalité, ça entraîne des perturbations, d'une part, mais aussi des normalisations de comportements sociaux allant à grande échelle. Donc l'important, effectivement, pour moi, c'est de considérer, à chaque fois que l'on fait des choix d'IA, que de considérer comment on est capable de les réencastrer dans des designs organisationnels et donc de nous obliger à cette occasion-là à rediscuter les principes qui font qu'on organise l'information, les décisions et les contributions d'une certaine façon, si vous voulez. Donc ce design organisationnel, lequel est-il ? Eh bien, il était effectivement le fait qu'on passe à une informatique personnelle avec le WYSIWYG, qui était énorme. La rupture avec l'ensemble de l'informatique centralisée précédente et des mainframes, comme on disait, c'est quand même énorme. Hein. Ça a été vraiment quelque chose de considérable. Avec le web, c'est aussi la connectivité des documents qui sont sourcés par des URL. Et donc là, on a un design organisationnel qui est basé sur des principes scientifiques de coopération où vous mettez à disposition tout votre contenu avec un lien, etc. Vous voyez qu'on est sorti aussi beaucoup de cela dans d'autres domaines, quand on sort du web notamment. Pour Wikipédia et pour l'écriture wiki, c'est effectivement la distribution des contributions, qui soit en tant que telle un design organisationnel très particulier. Et si Wikipédia marche si bien, c'est qu'il y a un design organisationnel extrêmement sophistiqué, beaucoup plus sophistiqué que n'importe quelle centralisation gérée par une plateforme comme on le voit sur le marché. Et puis pour le tactile et l'iPhone, effectivement, ce sont des systèmes d'exploitation mobiles, des App Store, évidemment, avec une rente d'accès, une rente d'accès, effectivement, où on paye à chaque fois qu'on accède en tant que fournisseur d'applications, d'ailleurs, et en tant que consommateur. Et là, dans le cas de ChatGPT, pour le moment, on est dans une situation de délégation à une firme d'IA totalement opaque, et toutes les données sont transmises. On ne sait pas ce qu'ils en refont. Ils peuvent les réutiliser comme ils veulent, les contenus eux-mêmes en tant que tels. Et vous voyez que là, on est dans un cas hyper centralisé et hyper opaque qui est absolument en contradiction avec ce qu'on a pu connaître comme évolution par ailleurs, notamment dans les années 2000. Donc les dérives, effectivement, c'est le dérive vers les stations de travail pro. Donc à partir de ce moment-là, on essaye d'avoir la puissance de calcul qu'on avait dans les mainframes, c'était avec les GPU, hein, les Graphic Processor Units. Vous avez ensuite le moteur de recherche qui en réalité est devenu depuis 2013, avec Hummingbird, Google, qui est devenu un moteur de réponse. Et donc là, on voit que c'est la préparation de ChatGPT. On a personnalisé les réponses qui en réalité deviennent du coup des réponses précisément et non plus un encouragement à la recherche. C'est ça qui est très important. Et en 2002, effectivement, avec Wikipédia, on a aussi et en même temps des plateformes publicitaires de réseaux sociaux qui vont se développer. Donc vous voyez, ça c'est la dérive, c'est-à-dire qu'on a cru avoir un Web 2 pendant les années 2000, puis à la fin des années 2000, on voit la monétisation de tout cela avec chez YouTube, chez Facebook et chez Twitter en même temps, dans le 2008-2009. Et à partir de ce moment-là, on voit bien que c'est les principes publicitaires qui vont guider toute l'organisation de l'affichage des contenus, etc. Et en 2007, autre dérive, effectivement, c'est que la capacité de réagir et d'être en interaction facile avec l'information et les contenus sur les applications se traduisent par une alerte permanente, une traçabilité généralisée qui pose tous les problèmes sur lesquels nous discutons souvent en ce moment. Donc avec ChatGPT, on est finalement dans un outil de réponse totale immédiat qu'on pourrait justement considérer comme absolument incontournable. Et cela, c'est quelque chose qui présente d'autres risques sur lesquels je vais revenir. Donc vous voyez qu'on a finalement, avec ces interfaces-là, et je vais passer sur le côté des modèles de connaissances, les interfaces elles-mêmes, elles nécessitent déjà un modèle de langue pour fonctionner, pour générer la conversation, et en même temps, elles s'appuient sur un modèle de langue pour gérer l'ensemble des connaissances des informations, qui sont effectivement accumulées par le système, qu'il soit généraliste ou spécialisé. Donc on est obligé d'accéder tout de suite à cette architecture de connaissances et de savoir exactement de quoi c'est fait, comment c'est construit, etc. Et il y a là-dedans une façon d'encapsuler, j'allais dire, un modèle de connaissances implicite et qui va être perçu du point de vue de l'utilisateur comme savant, voire même intelligent,
à un certain moment d'interactivité. On ne va plus savoir faire la distinction. C'est ce que je disais à propos du test de Turing. Mais ce qui est important de mesurer, c'est à quel point ce type d'interface-là ne donne aucun accès à ce que Don Norman appelait le modèle conceptuel. Du point de vue du design, c'était très important des interfaces, c'est-à-dire qu'on sait bien qu'on ne va pas donner aux gens les clés de toutes les pondérations, les corrélations qui sont faites dans le système. Ok, bon, d'accord. Donc on dit, donc c'est une boîte noire et ça sera définitivement une boîte noire. Attention, d'abord, du point de vue de la programmation elle-même, on peut très bien rentrer dans les logiques où on s'oblige à expliciter. C'est effectivement les IA explicables, comme on dit, mais de l'autre, ce qui a des contraintes énormes. Mais de l'autre côté, c'est aussi parce qu'on doit être capable de donner un modèle conceptuel, c'est-à-dire que ça nous donne une idée de la façon dont c'est conçu, et qu'en faisant cela, c'est ce que préconisait Norman en termes d'interface, ça nous aide à mieux anticiper nos propres comportements et à mieux les contrôler et à ne pas attendre des choses stupides d'ailleurs, des systèmes, etc. Donc cet empowerment, cette façon de s'approprier la technologie, elle passe par ces mises en forme d'un modèle conceptuel qui est très importante et qui en réalité devrait nous permettre de comprendre le fonctionnement des LLM globalement et d'ajuster nos attentes. Or là, vous voyez bien qu'on est dans un système totalement opaque où on ne nous explique absolument rien et qu'au contraire, on doit continuer à croire encore plus qu'il y a une réponse à tout, potentiellement. Dès que vous l'avez testé un peu, vous voyez bien que ce n'est pas tout à fait le cas. Mais il n'empêche que c'est quand même le type d'attente qui est généré par cette opacité apparente de l'interface qui se cache sous la forme d'une transparence totale. Vous voyez. En même temps, on n'a aucun accès non plus aux conditions de son développement, dont notamment l'entraînement des données, c'est-à-dire où ont été entraînés vos modèles. Et l'entraînement des données, non, c'est les données d'entraînement, pardon. Donc l'entraînement des modèles sur des sets de données. Et les sets de données, effectivement, on ne sait pas d'où ils viennent. Et évidemment, comme il n'y a aucune source de toute façon, et le modèle lui-même ne sera pas mis en public d'une façon ou d'une autre, et on sait que pour faire ça, il est pré-entraîné, et dans le pré-entraînement, il y a effectivement des humains que je qualifie d'esclaves carrément, parce que si vous allez voir comment fonctionne Amazon Mechanical Turk, par exemple, ou ce que Antonio Casilli a montré, vous voyez très bien à quel point nous avons derrière une population considérable d'humains qui contribuent à rendre artificielle la machine, ce qui est un petit peu quand même une entourloupe, vous voyez, conceptuelle. Donc ça, c'est très important de le garder en tête aussi. Or, on devrait être capable aussi de sélectionner en fonction des types de choix, de dire non, moi je ne veux pas tel modèle qui a été entraîné de telle façon, ChatGPT a été entraîné massivement par des Kenyans notamment, et bien à partir de ce moment-là, on dit pourquoi, combien ils ont été payés, qu'est-ce qui s'est passé. Nous, en tant que chercheurs, je l'ai vécu à l'EPFL, c'est devenu quelque chose qui n'est pas un problème. On fait du Mechanical Turk comme ça, allons-y, quoi. Ce qui est quand même lamentable du point de vue de la façon, de l'éthique de la recherche, c'est quand même quelque chose d'assez inquiétant. Donc quand on en vient au Large Language Model, pour essayer de comprendre quels sont les modèles de connaissances qu'on peut en tirer, il faut bien voir qu'il s'agit d'un modèle vectoriel de vectorisation de la langue généralisée, c'est-à-dire qu'on crée des liens entre tous les éléments de la langue elle-même qui vont nous permettre de produire des statistiques, des probabilités et générer des séquences prédictibles et donc de pouvoir proposer des réponses, de générer ces réponses en fonction de ce qui est le plus probable à partir du corpus énorme, évidemment, qui a été exploité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a zéro sémantique. Donc évidemment, après, certains vous disent « si, quand même, c'est de la sémantique, etc. » Non, du point de vue linguistique, ça n'a rien à voir avec la sémantique. Bon, c'est clair. On est évidemment très loin des ontologies que vous connaissez, etc. Parce que quand même, l'IA symbolique, elle avait cet avantage, c'est qu'elle essayait de se raccrocher à des ontologies qui pouvaient avoir un sens dans le monde, si vous voulez. Là, c'est terminé, il n'y a plus besoin de tout ça. Hein. Circuler, il n'y a rien à voir. C'est purement statistique. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne retrouve pas une performance équivalente, voire supérieure. C'est ça le paradoxe. Et c'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire se dire, ça ne comprend strictement rien, ça n'a rien à voir avec le sens, et pourtant, on obtient quelque chose qui, pour nous, fait sens. Vous voyez, du point de vue, revenons au test de Turing, on a l'impression qu'il y a de la sémantique. Vous voyez, et en réalité, non. Donc c'est quand même très important de voir, c'est ça la technique d'ailleurs, hein, c'est qu'un détour pour faire autrement ce que nous faisons ou ce que la nature fait d'une façon ou d'une autre, quoi. Ça se traduit par une tokenisation généralisée, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'il y a des milliards de paramètres. On descend maintenant quelquefois dans certains modèles à des lettres, etc., qui vont être eux-mêmes vectorisés et qu'on va savoir quel est le lien et on va pouvoir travailler à la probabilité de ces liens et de la prédiction de ceux qui viennent après et avant. Donc ça s'étend à la lettre ou à la phrase.
Et ça, c'est effectivement l'effet des transformers, où on a vu à un moment, en 2017, si je me souviens bien, l'article de Google sur la chose qui compte, c'est l'attention. C'est effectivement où il y a eu cette extension de dire maintenant, il faut qu'on récupère le contexte de façon beaucoup plus vaste. Et donc, on a travaillé à des modèles qui permettent d'anticiper de plus largement, et non pas seulement avec des petites choses qui sont liées à la phrase suivante, etc. Là, on a vraiment des possibilités d'aller beaucoup plus loin. C'est quelque chose qui comporte de la mémorisation, mais là encore, il n'y a pas de sémantique non plus. Ça suppose bien entendu un set de données énorme et toujours plus vaste pour l'apprentissage, pour les versions généralistes notamment, ce qui serait différent sur des métiers et des IA spécialisés. Évidemment, tout ça, c'est très consommateur d'énergie, et je ne vous cache pas, effectivement, vous le savez très bien, à quel point c'est une approche purement extractiviste, c'est-à-dire plus c'est gros, mieux ça va, et à partir de ce moment-là, les conséquences, on s'en moque. C'est-à-dire qu'effectivement, on a une IA, c'est pour ça qu'un certain nombre de gens travaillent à autre chose, justement, mais c'est une approche totalement anti-sobriété. Donc on devrait aussi être conscient de tout cela à chaque fois. Est-ce qu'on a toujours besoin d'exploiter et de pousser toujours à avoir des modèles de plus en plus qui mangent énormément de données, qui sont obligés de traiter encore plus de données, et que la performance vient seulement de cela? Alors qu'il y a d'autres travaux qui se font, qui travaillent justement dans d'autres domaines, soit parce qu'on a des IA génératives spécialisées, qui vont être nourries par les sets de données des experts, où là, il y a de la sémantique déjà qui est incluse, donc qui a été incorporée dans le tri des données d'une certaine façon, ou alors parce qu'on peut avoir des modèles plus réduits, qui vont être moins exigeants en ressources, et on peut même avoir des IA génératives coopératives. C'est ce que fait mes collègues de Genève, Estia, la compagnie Estia justement, qui essaye de développer des choses comme cela. Donc cette architecture de connaissances qui est encapsulée dans les GPT, quelle est-elle? Elle est effectivement une architecture de réponse, et non plus de recherche. Et le problème, c'est que pour fournir des réponses, et c'est dans cette posture cognitive que ça nous met, les uns et les autres, on doit avoir des réponses. Alors, les gens se sont trompés d'ailleurs, parce qu'au début, ils ont cru que c'était un moteur de recherche. Alors, pas du tout. Donc, c'est effectivement un moteur de réponse, certes, mais même pas un moteur de réponse. Ça fournit avant tout des réponses, même au prix d'hallucinations. C'est-à-dire qu'effectivement, on va vous fournir des réponses. Dans tous les cas, il y en aura une. Et elle aura été inventée de toutes pièces, si nécessaire. Vous voyez un petit peu d'autres problèmes qui sont évidemment qui heurtent la communauté scientifique, mais pas seulement, qui heurtent la question du régime de vérité dans lequel on est, je vais y revenir. Une absence de source qui est absolument remarquable, qui est très étonnante, mais qui en réalité fait que comme on traite absolument tout en moyenne et de façon vectorisée, c'est pas la source qui compte. Je veux dire, on s'en moque, c'est pas ça. C'est pas l'authentification de la source. On est dans un autre monde, si vous voulez. L'immédiateté, qui est une qualité qui, évidemment, emporte l'adhésion. Vous dites, bon, clic-tac, j'ai la réponse. J'écris un prompt rapide comme ça, et paf, j'obtiens des réponses tout de suite. Et puis qui sont pas extraordinaires quelquefois, mais pas si mal que ça quand même. Donc voilà. Donc pourquoi ne pas adopter et accepter cette limite, et en se disant, après tout, quel est le problème? Évidemment, là où il y a une performance extraordinaire, c'est la correction stylistique, l'adaptation extrême aux environnements et à leurs prérequis. Donc si vous voulez de l'IA conformiste, moyenne, et qui soit correcte sur le plan orthographique notamment, c'est ça qui frappe quand on est enseignant. On se dit, oh bon, qu'est-ce qu'ils sont devenus bons nos étudiants? Oh, effectivement, il y a c'est le correcteur orthographique, mais à top niveau, là, vous voyez. Donc on est vraiment, c'est quelque chose qui finalement nous élimine toute la question de l'orthographe. Bon, pourquoi pas, je ne suis pas sûr que ce soit une catastrophe, ça. Mais quand même, il faut bien voir effectivement qu'il y a des effets comme cela qui méritent d'être discutés, qui mériteraient d'être discutés, dans ce cas-là. L'important pour moi, c'est surtout l'idée qu'on génère à ce moment-là une illusion du tout. C'est comme si le monde était entre nos mains en temps réel. Alors j'ai pris l'exemple de ce que X, Twitter, en français, non, dans la version habituelle, Twitter a généré un modèle qui s'appelle Grok, et qui sert à générer des phrases avec de l'humour, etc. Et ce qui est intéressant, c'est leur argumentaire, où ils disent effectivement a unique and fundamental advantage of Grok is that it has real-time knowledge of the world via the X platform. Real-time knowledge of the world. Wow, wow, wow. Et donc, ils y vont. It will also answer spicy questions that are rejected by most of the AI systems. But vous voyez comment c'est présenté, effectivement, c'est comme si il avait la prise sur le monde et qu'il n'y avait plus de médiation, vous y accédez tout de suite, et que c'est pour ça qu'il est fiable, etc. Bon, et on sait ce qu'il en est, surtout avec Twitter. Alors, de ce fait, il nous avait en même temps qui est embarqué dans ce mouvement, parce que les connaissances, ce n'est pas seulement une ontologie, j'allais dire, c'est aussi
une dimension affective, c'est aussi une dimension subjective, émotionnelle, et qui est absolument non contrôlée et qui va poser des problèmes si on ne sait pas ce qu'on fait. Ça ne veut pas dire pour ça qu'il ne faut pas qu'on le fasse, mais qu'on le sache exactement un peu mieux ce que l'on fait. C'est effectivement une logique de jeu. Et c'est cela qui a emporté l'adhésion, parce qu'au début, tout le monde est parti comme ça en se disant « Tiens, je vais demander n'importe quoi, et bien ça marche ». Oui, et tout le monde t'a testé, puis après, vous faites des choses plus sérieuses. Mais rien que ça, du point de vue commercial, c'est extraordinaire. Et ça rend joie au livre d'Alessandro Baricco, qui s'appelle The Game, qui est vraiment très, très bien fait et très amusant dans cette logique historique de reprendre la jouabilité, j'allais dire, de notre relation aux machines, quoi. Le problème, c'est qui joue avec qui. On ne sait plus effectivement où on est, dans quel rôle, quoi. Donc ça veut dire une personnalisation extrême aussi qui va dissoudre les distances cognitives et affectives. Alors moi j'ai publié un papier avec Rebecca Alfonso Romero qui s'appelle à propos du Project December Simulate the Dead, où vous avez une offre de service qui vous permet de charger des propriétés individuelles de la personne qui vient de décéder. En l'occurrence, dans un des exemples qui était donné dans un reportage, c'était ça, la mère de la personne. Et puis donc, vous aviez vous renseignez tout ça. C'est assez basique, hein, c'est juste un questionnaire. Vous renseignez tout ça et l'IA vous génère des dialogues réalistes. Effectivement, vous avez l'impression, vous commencez à discuter avec votre mère qui est décédée, quoi. Alors, vous voyez, là, on est au niveau basique, c'est-à-dire que vous avez seulement un questionnaire. Imaginez, vous chargez tous les documents, photos, machin, qui sont en relation avec cette personne-là. Vous les chargez. Et vous avez déjà un enrichissement extraordinaire et que vous autorisez l'IA à produire du deepfake, et à produire donc son image et sa vidéo. Vous voyez l'effet un petit peu sur le plan cognitif et sur le plan anthropologique, j'allais dire, de tout cela. C'est absolument énorme. Et c'est cela auquel nous sommes désormais confrontés. Ça conduit Daniel Dennett à parler de counterfeit people, de fausses personnes, ou de contrefaçon de personnes, si vous voulez, qu'il compare effectivement à la fausse monnaie, qui est un problème clé dans une société. Si vous laissez faire la fausse monnaie, vous allez avoir de sérieux problèmes. Il admet aussi que même laisser faire des fausses personnes, c'est encore plus problématique d'une certaine façon. Notamment pourquoi ? Parce que ça génère une perte de confiance garantie, absolument totale, si vous voulez. Et à ce moment-là, ça change beaucoup de choses. Vous voyez bien qu'on est très très loin, à travers ça, d'un système de connaissances à prétention scientifique où on a des auteurs qu'on doit identifier systématiquement. Ce n'est pas des générateurs, c'est des auteurs. Mais après tout, quand on est maintenant dans nos modèles de publication publish et publish, on se demande si on ne devrait pas plutôt devenir des générateurs, ce serait quand même plus simple, et que l'auteur, bon, c'est tout à fait secondaire. Donc on a ces auteurs, on a des sources, on a de la discussion, on a du référencement, de l'indexation, de l'exploration, de la validation. Tout ce processus-là, c'est quelque chose qui est quand même tout à fait... qui a mis du temps à se construire, qui a ses défauts énormes, et cette dérive actuelle, on peut le voir. Il n'empêche que c'est quelque chose qui mérite d'être pris en compte et qui n'est pas... on ne peut pas le régler d'un coup de baguette magique en disant, ça y est, maintenant, on va lancer on va substituer ces modèles de connaissances on va les faire être substitués par ce type d'IA immédiatement. Pour vous donner une idée des évolutions en cours, c'est effectivement toujours plus spéculatif et toujours plus pervasif, c'est-à-dire que ça pénètre un peu partout. L'interface vocale est radicale de ce point de vue-là, parce que ça gagne l'adhésion du grand public, il faut bien être conscient de ça, c'est très très important pour ça. Moi, quand j'ai vu ça au début, quand j'ai fait des tests avec ChatGPT, que j'ai vu les bêtises qu'il pouvait répondre, y compris l'invention de références, etc., bon, alors j'ai dit, terminé. Mais je me disais, le jour où ils vont être couplés au moteur de recherche, ce qui était annoncé, hein, et ce qui est le cas maintenant, avec Bing, etc., notamment, je disais, bon, ça va devenir plus fiable, quoi, quand même. Hein. Et ben, vous savez que en réalité, c'est l'inverse qui se passe. C'est assez étonnant. C'est-à-dire qu'il y a eu ce test, je ne sais pas si vous voyez, vous comprenez l'image que j'ai mise là, qui est fait, que vous avez peut-être vu circuler, qui est l'image d'un œuf qui fond. Bon, ça devrait vous soulever quelques problèmes de connaissance en se disant mais il y a quand même quelque chose qui cloche parce qu'un œuf ça ne fond pas. Donc ça durcit, ou il est mollet peut-être, mais il ne fond pas. Ça n'existe pas comme catégorie physique si vous voulez. Et donc le problème c'est que vous faites avec DALL-E, en l'occurrence, vous générez une image d'un œuf qui fond. Il n'y a pas de problème. Et donc vous générez un œuf. Et l'image, chose intéressante, vous pouvez la mettre, à ce moment-là vous pouvez la publier et ce qui s'est passé, c'est que Google, quand vous googlisez cela, en disant « je veux un œuf qui fond », tac, il vous balançait l'image. Donc vous voyez que les intoxications propres au système d'IA que vous utilisez finissent par passer dans le corpus généralisé, qui lui-même est indexé par le moteur de recherche. Donc le moteur de recherche se retrouve à reproduire, à amplifier la circulation de toutes ces hallucinations elles-mêmes.
Donc là, il y a un problème. Alors évidemment, ça c'était tellement gros que Google l'a retiré au bout d'un moment, mais c'était quand même quelque chose qui pose un problème. C'est-à-dire moi je croyais que le moteur de recherche allait aider à fiabiliser le système. Eh bien, ça peut être l'inverse, c'est-à-dire que c'est le système qui va se retrouver, le moteur de recherche qui va se retrouver contaminé par les hallucinations produites ailleurs. Donc ayez ça en tête pour vous montrer l'ampleur de l'incertitude généralisée par ce type de système. L'autre évolution, c'est que ces applications, ces systèmes d'IA générative deviennent en réalité des orchestrateurs, hein, c'est-à-dire c'est plus seulement des systèmes de dialogue pour accéder à des connaissances ou des choses comme ça, mais ça fait des choses. C'est-à-dire ça va accéder à des API, vous auriez la possibilité d'accéder à des API et qui vont donc être capables d'interagir et de vous commander vos billets et de programmer votre voyage en allant chercher dans les différentes sources d'informations de façon opérationnelle. Et à partir de là, effectivement, vous avez là plutôt une IA qui va évoluer vers de l'IA de service, où on aura des services à fournir plus que des réponses. Mais vous voyez, le problème, c'est que c'est la même chose. Elle sera supposée choisir et connaître tous les possibles et optimiser les choix en fonction de cela. Donc vous voyez un petit peu les limites par rapport à la décision. Et puis avec ChatGPT 4 Turbo, alors là, on a le sommet. C'est-à-dire qu'effectivement, qui vient d'être présenté la semaine dernière par Sam Altman, effectivement, ça vous permet maintenant désormais de générer des GPT personnels adaptés à vos sujets, et vous pouvez le faire. Alors là, tous les bibliothécaires, j'en discutais de ça à Berne la semaine dernière avec les bibliothécaires aussi, justement, c'est impeccable. On va pouvoir faire des programmes nous-mêmes de facilitation d'accès à certaines choses, etc. Alors le problème étant qu'effectivement, ça va être transformé en quoi? En place de marché. OpenAI va vous proposer de vendre vos applications, vos services générés avec vos GPT, de les vendre et donc de participer à l'amplification du mouvement et de vous enrichir là-dessus. Ce modèle spéculatif, on le voit partout. Dans tout ce qui est les métaverses, etc., c'est partout. C'est-à-dire faire en sorte que nous soyons ceux qui vendons nos données, vendons nos activités, vendons nos applications, nos idées, etc. Et à ce moment-là, c'est impeccable parce que nous allons contribuer à l'effervescence spéculative générale qui, évidemment, va permettre à certains de sortir gagnants dans cette affaire. Donc cette monétisation-là, elle est derrière et c'est aussi des business models qu'on peut attendre, évidemment, de ce genre de plateforme. Ce qui veut dire au bout du compte que pour moi, et j'approche de ma conclusion, je vous rassure, effectivement, le régime de vérité est en péril, ce régime de vérité auquel nous avons été éduqués, avec ses limites, avec ses critiques, etc. Mais quand vous prenez l'expérience de l'œuf, du défunt, des hallucinations, de l'immédiateté, nous avons ce que j'appelle une extension du domaine du fake, extended deepfake, et qui veut dire que du point de vue, moi qui ai travaillé au tout début de ma carrière sur les conversations, et j'y suis revenu avec les propagations, eh bien nous avons là en fin de compte une remise en cause des maximes conversationnelles de Grice, qui étaient effectivement les choses élémentaires, qui consistaient à dire que vous supposez, quand vous dialoguez avec quelqu'un, qu'il va vous fournir la bonne quantité d'informations, qu'ils ne vous en dit pas exprès 10 fois trop long ou exprès 3 fois trop court, que la qualité est respectée, c'est-à-dire que vous avez une exigence de vérité, que la pertinence, ça a un rapport avec le sujet, et que la clarté, l'exigence de la maxime de clarté soit aussi respectée. Et bien là, il va falloir partir du principe inverse, qui consiste à dire, par principe, justement, admettons qu'il y a, avec ces systèmes-là, avec lesquels nous allons interagir, il y a une violation permanente des maximes qui doit être notre hypothèse raisonnable. C'est-à-dire que tout ce qui va être produit ne va pas être crédible d'une façon ou d'une autre, quoi. C'est le principe, ce qui vous permet, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous dit, bah oui, mais vous n'avez qu'à vérifier. On dit, attendez, sympa, il faudrait peut-être le dire, d'une part, et puis nous donner les procédures pour vérifier, et puis il faudrait peut-être essayer de voir comment vous allez vendre un système en disant à tout le monde, de toute façon, ne faites absolument pas confiance. Ce que Sam Altman a lui-même dit. Il a dit, c'est moi qui suis celui qui croit le moins aux vérités proposées par mon système. Il dit, bah, écoutez, on est un peu con, c'est vrai, hein, on croit que vous vendez des systèmes qui marchent et qui répondent correctement. Non. Ben voilà. Donc il y a un cynisme absolu là-dessus qui est très important. C'est un principe qui est raisonnable, mais qui est absolument invivable. Si vous transposez ça dans le monde humain, ça veut dire qu'a priori, vous vous anticipez sur le fait que Emmanuel, tout d'un coup, va me lancer je ne sais quel instrument. Et donc ça veut dire qu'il faudrait que j'arrive blindé pour être protégé au cas où on m'agresserait, etc. Non. Vous faites en sorte de penser a priori qu'il n'a pas d'intention maligne, qu'il a une honnêteté, qu'il va essayer de contribuer à faire émerger la vérité, etc.
Ben oui, c'est un peu bête, peut-être, un peu niais, mais enfin, c'est comme ça qu'on survit dans le monde dans lequel on est, pour le moment. Sauf dans les régimes totalitaires. Ceux qui ont vécu dans les régimes totalitaires savent bien que c'est surtout pas comme ça qu'il faut faire, parce que là, vous ne survivez jamais. Mais il faut nous le dire à ce moment-là. Si c'est ça le régime dans lequel on est, d'accord, très bien, allons-y. Alors je termine, si vous voulez, pour dire effectivement qu'on a ce balancement entre, d'une part, des interfaces toujours plus intuitives et des modèles toujours plus opaques, parce que pendant ce temps-là, l'IA empile les couches de neurones à un tel point que plus personne ne sait exactement comment les pondérations ont été adoptées, etc. Donc même ceux qui les ont développés, puis ça ne leur pose pas de problème à certains. Certains autres se posent des questions. Ce qui veut dire qu'on a des promesses qui sont extrêmement séduisantes à travers ces interfaces, que l'incapacité critique est supposée comme principe de base, avec une obligation de s'adapter à cela, et une forme d'acceptation de l'opacité qui est embarquée avec tous ces systèmes-là, alors que moi j'ai toujours pensé que l'informatique c'était génial, et le calcul c'était génial, parce que ça nous obligeait à expliciter, ce qui n'est pas une opération qu'on fait souvent dans les organisations, on préfère fonctionner dans le tacite. Avec le calcul, vous êtes obligé d'expliciter, c'est génial, c'est intéressant, mais c'est coûteux, c'est un peu embêtant quelquefois. Mais là, par contre, on vous dit non, vous vous occupez de rien. Tout cela est de moins en moins vérifiable, mais vous devez y croire. C'est quand même une opération, un coup de force épistémique absolument incroyable. Vous voyez. Donc, pour terminer, qui est-ce qui est gagnant-gagnant dans l'affaire? Parce que c'est toujours ça qu'on vous vend, c'est gagnant-gagnant. Donc, en réalité, c'est le cauchemar des scientifiques, de mon point de vue. Là, la citation, c'est pour ceux qui ne peuvent pas lire, c'est « Go ahead, don't think of it as plagiarism, think of it as an homage ». Le désarroi des publics, fake fact, etc. Le bonheur des artistes, alors ça je suis étonné, tous mes amis artistes, ils disent mais c'est extraordinaire, on va faire des trucs, et puis ils y vont, ils jouent avec, ils exploitent tout ça. Bon, en même temps, ils savent très bien que quand ils mettent le doigt là-dedans, toute la question des droits d'auteur, notamment, là ça s'effondre. Si vous faites s'effondrer ce système-là, pourquoi pas? Parce qu'après tout, il y a beaucoup de choses qui méritaient d'être révisées, comme l'avait dit Lawrence Lessig en créant Creative Commons. Mais quand même, si on fait ça, on remplace ça par autre chose. Et là, en l'occurrence, sinon, business des artistes terminé. Bon, il faudra assumer aussi. La tentation des politiques, les deepfakes qu'on va utiliser. Alors, il y en a qui adorent ça, qui sont des producteurs, par définition, ils ont fait leur carrière sur la production de fake eux-mêmes. Et la jouissance des disrupteurs. Et donc, en l'occurrence, de Sam Altman, et puis aussi de Poutine, de l'autre côté, puisqu'il a des industriels de la production de fake. C'est une bonne affaire, puisque tout ça déstabilise. Et derrière, c'est quelque chose qui mérite d'être pris en compte. Nous avons là, clairement, un environnement politique aussi, qui est non négligeable, et idéologique qui est non négligeable. Évidemment, pour terminer, c'est le profit des plateformes, puisque là, on a ces grandes plateformes qui sont, vu les coûts que ça représente pour elles, et on a besoin absolument d'avoir toutes ces plateformes-là qui attirent les grands investisseurs et qui vont de fait gagner en puissance dans cette opération, la dernière étant XAI de Elon Musk, si vous n'avez pas reconnu le sigle, au cas où. Donc quand on fait la liste, le cauchemar des scientifiques, le désarroi des publics, le bonheur des artistes, la tentation des politiques, la jouissance des disrupteurs et les profits des plateformes, on se dit c'est quand même un peu compliqué, qui est-ce qui décide dans l'affaire? Et où est-ce qu'on décide ça? Comme d'habitude, dans les développements technologiques, il n'y a pas d'arène de décision. Tout ça se fait à la marge en se disant ça prolifère et puis Dieu reconnaîtra les siens. En l'occurrence, non, c'est les plateformes qui reconnaîtront les leurs et qui attireront les profits et c'est celles-là qui gagneront. Donc on a là quand même un problème, parce que ce sont des enjeux anthropologiques majeurs qui n'ont pas de lieu de décision, même si derrière les États courent pour essayer de réguler tout cela. Mais vous voyez bien que le problème de la régulation n'est pas seulement de réguler pour certaines IA critiques, c'est ce qui est prévu dans l'IA Act, ou bien pour un certain nombre de grandes firmes qui auraient un certain niveau de chiffre d'affaires, etc. C'est des choses, en général, qui méritent d'être mises en discussion et qui devraient déboucher, de mon point de vue, sur des autorisations de mise sur le marché. C'est ce que je dis, effectivement. Donc on ne peut plus jouer avec ça, de la même façon qu'on n'a pas pu jouer avec les manipulations du génome humain n'importe comment. On doit avoir des autorisations de mise sur le marché beaucoup plus radicales de ce point de vue. Mais en même temps, ce n'est pas pour autant que ça veut dire que c'est l'État qui contrôle tout. Non, on a de l'open source qui permet des collectifs qui contrôlent et qui mettent en discussion les codes qui sont disponibles. Certains disent c'est risqué, oui, justement, discutons-en. Des datasets publics, ça c'est quelque chose qui est plus facile à faire encore. De l'IA explicable, il y a tout un tas de chercheurs qui y travaillent. Donc vous voyez qu'il y a des avenues, des possibilités très importantes qui méritent d'être prises en compte et non plus qui nous permettraient de sortir de ce diktat
du buzz fait par ChatGPT et pour essayer d'imaginer ce qu'on fait. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est en train de se passer quelque chose de radical sur le plan des interfaces, de mon point de vue, de plus problématique encore sur la partie des modèles de connaissances implicites. Et c'est pour ça que j'ai voulu attirer votre attention là-dessus. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Dominique Boulier pour cette excellente ouverture de la Biennale, à l'intérieur de laquelle j'ai le sentiment qu'il y a plein de questions qui vont être abordées durant ces 2 jours. Maintenant, la salle est invitée à poser des questions. Je remercie Malcolm Wasby d'être présent aujourd'hui. Tu veux poser une question ? Alors, je vous invite à bien parler dans le micro parce que les 2 jours sont enregistrés, mais uniquement ce qui se passera dans le micro sera pris en compte. Merci beaucoup et je suis désolé évidemment de ne pas avoir été là au début pour vous accueillir, mais je pense avoir entendu presque l'ensemble de votre présentation fascinante. Et j'en profite pour accueillir tout le monde en tant que directeur de la recherche de l'ENSIB. Nous sommes très très contents de vous avoir ici avec nous. Ma question, en fait, tombe sur la question de la manque d'identifiabilité et la confiance implicite qu'on donne malgré l'opacité que vous avez bien démontrée, et malgré aussi un manque d'hiérarchie claire, qualitative dans les sources. Parce que vous avez évoqué également, donc, et ça c'est une erreur évidemment avec un historien des livres dans la salle, le début de l'imprimerie et le fait que justement on peut s'en inspirer pour comprendre et critiquer, ce avec quoi je suis complètement d'accord. Mais au cours des 30-40 premières années de l'imprimerie, on va vers justement une identifiabilité de plus en plus forte. C'est poussé de tous les côtés. On cherche à identifier mieux, on voit l'émergence d'auteurs plus clairs, d'éditeurs mieux identifiés, etc. Or, on ne semble pas le voir ici. Et ce n'est pas justement dans votre propos à cause de ça. Et je me suis demandé, face à votre historique que vous avez fait donc du développement des interfaces, si ce n'est pas un résultat. C'est-à-dire qu'en fait, le développement s'est fait sans cet aspect. Et je me suis demandé combien, pour vous, en fait, c'était quelque chose qui était fondamental dans le développement d'une IA où la source et où l'origine ne sont pas importantes. Alors si, on peut rentrer dans une discussion historique parce que j'adore ça, effectivement. Mais clairement, le seul moment où, après l'imprimerie, l'identification devient et le contrôle de l'identification devient possible, c'est à partir du Concile de Trente et l'ensemble de ces manœuvres-là. Avant, on a déjà quand même 40 ans de technique, et puis à partir des livres quasiment de poche qui sont produits, on a effectivement encore une trentaine d'années avant que ce soit où on produit tout et n'importe quoi. C'est-à-dire et l'Église met, puisque c'est quand même elle l'organisatrice des connaissances à l'époque, l'Église met effectivement toutes ces années-là à se rendre compte du problème. Et évidemment, elle va se rendre compte sérieusement quand Luther va publier ça et imprimer toutes ses thèses. Et là, ça devient sévère. Et donc, c'est seulement quand il y a ce moment de conflit, d'une part, d'alternative assez radicale à l'autorité en tant que telle, et d'autre part, dans le fait qu'à ce moment-là, on commence à inventer d'un système juridique, d'imprimatur et des choses comme cela. Donc ça met quand même beaucoup de temps. Dans notre époque, c'est à peu près la même chose qui s'est passé pour les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on a laissé faire, et c'est seulement quand on a eu la manœuvre de Cambridge Analytica qui a touché les politiques, puisque ça a touché les processus électoraux, à ce moment-là, ils ont dit « Ah, on rigole plus là. Si vous commencez à mettre en cause les... Sinon, c'était très bien. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, prélever toutes les données que vous voulez, c'est pas un problème. Pour des raisons commerciales ou autres, ça fait du business, c'est parfait. Mais quand vous commencez à mettre en cause le système électoral, alors là, le pouvoir réagit, et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à faire... Alors le RGPD était commencé bien avant, heureusement, mais il y avait bien d'autres choses qui étaient en jeu. Et là, il y a une menace qui est claire. Mais ils sont tellement timorés désormais face à la puissance de ces plateformes qu'en fait, ils n'ont quasiment rien fait, pratiquement. Le DSA et le DMA étant des façons de corriger les effets à la marge pour certaines situations. Donc vous voyez un petit peu le problème, c'est que l'IA redouble ça, évidemment, amplifie ça encore.
C'est-à-dire que de fait, là, on fait un IA Act, mais qui déjà est mort-né quasiment, puisqu'en réalité, on va être dans des configurations d'interface et d'accès au système de traitement de la langue qui vont être absolument, totalement inédits par rapport à ce qui était supposé être l'IA standard avant, où on pouvait avoir des processus industriels qu'on contrôle, qu'on demande de accountability, on peut faire des vérifications, mais maintenant ça prolifère, ça va proliférer. Et vous voyez le problème. Et à ce moment-là, moi j'attends le moment où ça va taper dur sur un système de pouvoir, je ne sais pas lequel, donc une catastrophe, quoi. En gros, on en est réduit à ça, hein, parce que pour faire réagir réellement les politiques, il faut qu'il y ait une catastrophe, et qu'on se dise, ah là, c'est plus possible quand même, quoi. Alors en gros, c'est soit, c'est plutôt une catastrophe financière, je pense, en général c'est ça qui marche le mieux, mais bon, vous voyez un petit peu l'enjeu qu'on a actuellement. Tant qu'on n'a pas une menace sérieuse, c'est les questions d'identification et les questions de retour sur la certification de tout cela, eh ben, on les traite à la marge, si vous voulez. Ou alors on fait des grandes discussions philosophiques, oui, très bien. Et sur l'IA qui sera toute puissante dans 50 ans, non, c'est maintenant qu'il y a des problèmes, si vous voulez. Il y a des problèmes maintenant, là, directement, de gouvernabilité. Et ça suppose de rentrer précisément dans le code et de rentrer dans la façon de fabriquer, et pas seulement dans les usages. Ce n'est pas un problème d'usage seulement, c'est un problème de fabrication de ces IA qui pose de sérieux problèmes fondamentalement. Et donc, ça veut dire qu'il faut une expertise aussi de ceux qui régulent. Donc Thierry Breton a embauché 150 personnes à la commission pour travailler là-dessus, pour auditer les algos, mais ça fait pas grand monde hein, avec ça, parce que c'est quand même, ça prolifère. Donc vous voyez un petit peu dans la situation dans laquelle on est, et je pense qu'on n'a pas été encore secoué suffisamment pour qu'on se dise il faut vraiment faire quelque chose. De la façon dont l'Église a été secouée à l'époque. Merci beaucoup. Une question, dans l'histoire que vous faites à partir des années 80 jusqu'à aujourd'hui, j'ai un peu l'impression, on pourrait rajouter, évidemment comme toujours, on pourrait rajouter, moi je pense à 59 et la création de COBOL et le par Grace Hopper, c'est-à-dire le fait de s'éloigner de plus en plus du langage machine, donc d'ailleurs il y avait eu beaucoup de critiques à cette époque. J'ai un peu l'impression, et aujourd'hui ChatGPT, du coup, avec cette idée qu'on n'a même plus, moi ce qui me fait le plus peur de ChatGPT, c'est la possibilité de l'intégrer dans justement de les remplacer comme interface des commandes. Donc ordinateur fait ça, ce qui veut dire que l'interprétation de la commande machine est de plus en plus loin. Et j'ai un peu l'impression, et je voudrais savoir si c'est partagé par vous, que en fait cette démarche, cette histoire-là de, disons, des années 50 jusqu'à aujourd'hui est un peu l'inverse que ce que Kant disait avec la sortie de l'état d'immaturité. C'est-à-dire, au lieu qu'avoir de plus en plus accès à une littératie, on en a de moins en moins et on a de plus en plus besoin et on est de plus en plus dépendant de médiateurs opaques. Voilà. Alors, dans mon tableau, il y a un vice de forme, éventuellement, parce que quand je les présente d'année en année comme ça, on a l'impression qu'il y a une linéarité. En réalité, il y a de la bifurcation, il y a des choix, il y a des alternatives. Ce qui est évoqué quand je parle, par exemple, du web et de l'écriture wiki, ça n'a rien à voir avec l'interface tactile et le reste. Enfin, je sais pas, mais en même temps, c'est quand même ce qui transforme notre accès aux connaissances. Mais ça le transforme de façon très différente. Or, si on imaginait un système d'IA fondé sur des principes de gouvernance de Wikipédia, et donc à partir de ce moment-là, cette obligation justement de sourcer, c'est l'obsession de Wikipédia, donc sourcer. Et donc à partir de là, ça change déjà beaucoup de choses. Et en plus, vous avez la possibilité de discuter, de garder une trace, un historique, etc. Là, vous ne savez absolument rien de ce que fait ChatGPT de tout cela. Et donc, on bascule l'immédiateté de l'interface, si vous voulez. Il a des qualités, évidemment, mais il devient contradictoire à un certain moment sur la possibilité de récupérer du contrôle. Vous avez complètement raison. Alors, le problème, c'est que quand vous dites ça, commercialement, vous vous tirez dans le pied parce que vous dites non, c'est très très bien que ce soit très compliqué d'aller chercher quelque chose et donc qu'on passe du temps à faire ça. Il dit ah ben non, moi je veux que ce soit immédiat. Évidemment. Vous voyez, donc comment est-ce qu'on arrive à concilier cette séduction de la satisfaction, parce que derrière c'est des problèmes de désir effectivement qui sont d'ailleurs supprimés. C'est plus du désir, c'est de la pulsion et c'est de la réaction immédiate et de la satisfaction immédiate. Comment est-ce qu'on est capable de récupérer de la mise à échéance, de la mise à distance, de la différence, pour faire du Derrida, où on prend du temps, effectivement, pour réinterpréter, etc. Et donc on garde une trace. Là, vous ne savez plus. Tout ça est balancé et terminé, intégré à la grande soupe
qui est celle des sets de données que ChatGPT va traiter. Donc là, il y a deux évolutions qui laissent entendre qu'il y a des possibles différents, mais en l'occurrence, comme il est actuellement entre les mains massivement, il y a d'autres labos qui développent d'autres types d'IA, y compris génératives, etc. Mais massivement, ce sont ces plateformes-là qui le font et elles n'ont aucun intérêt à rendre les choses plus explicites ou à redonner du pouvoir, puisqu'on vous fait comprendre que vous avez le pouvoir par le seul fait de pouvoir poser n'importe quelle question. C'est ça le pouvoir. Et en réalité, vous ne comprenez absolument rien à ce qui se passe, de la même façon que la machine d'ailleurs. Ouais. Bon, je continue. Alors, juste comme j'ai le micro, excusez-moi, ça va être... Ah bon. Après là-bas, ouais. Non, mais moi je me disais, oui, il y a un côté triste, mais il y a un côté aussi très jouissif et réjouissant en même temps, tu vois, dans ChatGPT. C'est-à-dire que, comme toujours, c'est un analyseur en fait de choses qui se passent déjà. C'est-à-dire, moi, dans une précédente intervention par nos amis de sémioticiens, j'avais opposé le fait de raisonner avec la machine et puis de penser vraiment. En fait, on est déjà tellement... tu vois, dans des systèmes de raisonnement totalement artificiels, quand tu regardes aujourd'hui ce qui est devenu la communication publique, quand tu vois à quel point, si tu veux, un politicien, en fait, tous ses discours sont écrits par des communicants et la seule chose qu'ils regardent, c'est le nombre de clics sur Twitter, tu vois. Donc on se dit, ah, voilà, enfin, on va automatiser ça, tu vois, et on va revenir à d'autres pratiques qui, de toute façon, sont des pratiques alternatives qui existent par ailleurs dans la société, tu vois, qui sont en grande distance de... Donc voilà, c'est juste pour, tu vois, c'est un peu provocateur, peut-être un peu cynique, mais je veux dire, il y a un côté aussi, finalement, pas mal de montrer que tant qu'on est dans du blabla, maintenant on peut le généraliser et tout le monde va y avoir accès, tu vois, donc ça symétrise les choses, tu n'as pas besoin d'avoir des hordes de communicants pour pouvoir diffuser. Toi-même, tu auras ta petite machine à générer de la communication et puis les vraies ruptures, elles vont se faire ailleurs, quoi. Non, tu as tout à fait raison. Je veux dire, c'est une façon de dire le roi est nu, c'est-à-dire qu'effectivement, on voit maintenant effectivement, qu'il y a du contenu qui est généré qui n'a à peu près aucun sens, qui n'est absolument pas fondé. Quand on fait les revues de presse, par exemple, l'entreprise qui a licencié 270 personnes là, auprès de Paris, là, effectivement, en disant c'est terminé, maintenant il y a l'IA, donc on ne le fait plus. On n'a plus besoin de ces personnes-là. Alors je suis allé voir ce qu'ils faisaient, effectivement, mais ils font des revues de presse, par exemple, pour les parlementaires, etc. Alors vous voyez le problème de la revue de presse, hein, c'est-à-dire qu'effectivement vous ne savez plus d'où ça vient, c'est un peu un magma, c'est de la moyennisation extrême, et effectivement une IA, oui, peut sans doute remplir le boulot. Quelle était la valeur ajoutée? Et là tu as raison, c'est effectivement c'est un bon miroir pour dire ça a un intérêt ce que vous faites, surtout qu'en face, qui le lit? C'est même plus des humains, c'est des IA, des opérateurs, des bots qui vont le lire aussi et qui vont l'indexer, qui vont faire des résumés de résumés de résumés. Et puis au bout du compte, vous avez une indexation de tout cela qui va faire des rankings de tout cela pour ceux. Je veux dire, mais attendez, c'est un système qui tourne sur lui-même, hein, c'est un système autoréférentiel. C'est pour ça que je dis que c'est l'extension du fake, mais qui, tu as raison de dire, était déjà présent dans tout le monde, notamment de la communication ou de certains aspects du marketing. Pas tous, mais une partie de cela. Donc, mettre ça sur la table, ça c'est très bien. On a eu la même réaction quand on a dit à Sciences Po, on interdit ChatGPT pour les examens, etc. Parce qu'on ne savait pas où on allait. Donc on a dit, hop, on fait au moins une règle de droit, après on verra. Et c'est ce qu'on a continué depuis à faire. Mais l'intérêt, c'était précisément de pouvoir dire ça, parce qu'il y a des gens qui nous ont dit, oui, mais c'est parce que vos examens sont nuls. Donc c'est tant mieux pour vous. Voilà, faut être disruptif. Et tiens, bien fait. Donc j'ai appelé ça la disruption sadique. C'est-à-dire, c'est pour dire, vous êtes des nuls de toute façon. C'est bien fait pour vous. Alors le problème, c'est que je dis oui, je suis d'accord. Moi, j'ai fait de l'innovation pédagogique toute ma vie. Je ne vais pas vanter les quiz, surtout pas, ni vanter l'ensemble des systèmes qui sont effectivement qui permettent de générer de la répétition. Ça n'a pas grand intérêt. Mais il y a des façons de le faire. Et en même temps, il y a des façons de le faire plus intelligentes qui existent déjà. Ça, c'est de l'innovation pédagogique. Ce n'est pas de la techno qui vous tombe dessus et qui vous dit balayez tout le reste. Et tout ça va être de l'apprentissage global, de la tricherie, qui va être considérée comme normale. Non, le système est comme il n'est pas tout à fait satisfaisant. C'est vrai, certainement même, et stupide par certains aspects, mais en attendant, vous ne pouvez pas tout d'un coup dire allez-y, porte ouverte, open bar pour la tricherie. Non. Donc il faut à ce moment-là dire comment on récupère le contrôle de cela et comment on va collectivement réellement innover sur le plan pédagogique et pas seulement utiliser ChatGPT parce que maintenant on est obligé de l'utiliser. Là, on est vraiment dans la soumission volontaire, là, effectivement, d'une certaine façon, parce qu'on dit on va être obligé de l'utiliser. Non, on est obligé d'inventer pédagogiquement, c'est vrai. Et là, c'est intéressant parce que ça nous met en face de cela, c'est vrai. Donc je suis d'accord avec toi, ça nous oblige à bouger sur certains domaines, mais comme ça nous oblige à bouger sous contrainte, qui n'est pas forcément la meilleure contrainte, quoi. Ça peut tordre les réponses de façon où on va finalement rien changer vraiment. C'est un peu ça le problème.
Merci Dominique de cette conférence motivante. Moi, je voudrais un petit peu modérer le point de vue du sociologue qui est toujours dans une posture parfois un petit peu critique, parce que tu as parlé beaucoup d'IA générative, mais il y a d'autres IA. Tu as commencé à nous le dire, et puis après tu as laissé tomber l'argument. Mais on ne peut pas non plus, je dirais, moi je vois les côtés très positifs aussi de ce genre de technologie, en médecine, en détection des fraudes, enfin on a des tas d'apprentis qui sont sur des sujets où l'IA elle apporte effectivement une valeur ajoutée de traitement automatique, répétitive, et tant mieux, elle fait plus que ce que nous, humains, nous aurions pu faire, notamment en détection des cellules cancéreuses, de type de cancer qu'il y a, enfin tout ça c'est des aspects extrêmement positifs de l'introduction de l'IA dans des processus de décision. Voilà, donc je voulais un petit peu moduler cette vision un peu négative de ces technologies cognitives qui pour moi dans beaucoup de secteurs apportent une vraie valeur ajoutée en tous les cas. Mais les IA génératives c'est une particularité, effectivement tu as raison. Et je vais revenir sur ce sujet-là, puisque tu as centré ton intervention sur les IA génératives. Alors, la question des stats, je suis d'accord, c'est complètement opaque, ces réseaux de neurones profonds. Mais est-ce que c'est nouveau ? Moi, quand j'ai commencé ma carrière d'enseignant-chercheur, je travaillais avec des modélisations vectorielles de Salton pour indexer les documents. Les gens qui regardaient les résultats, bon, ils ne regardaient pas non plus les vectorisations qu'on faisait à l'intérieur. Alors là, ça atteint un niveau de complexité beaucoup plus grand. Je suis d'accord. Et moi-même, j'y comprends plus rien du tout. Mais bon, à un moment donné, les stats, c'est aussi bête et méchant. C'est-à-dire que c'est les données et c'est les biais qu'on introduit par les données et les choix des paramètres que l'on fait. Donc je pense qu'on va aller aussi vers une auditabilité possible de ces systèmes en termes de données d'entrée, de paramétrage. Puis après, c'est des algorithmes qui n'ont pas de vices, qui sont automatiques, qui sont statistiques. Et à partir du moment où on connaît leur logique, bon, on admet cette logique-là, on ne l'admet pas. Donc ça, c'était aussi pour dire que, bon, il y a là les stats, oui, mais bon, c'est pas si nouveau. Et l'auditabilité de ce genre de dispositif est en train aussi de mûrir, hein, en termes on donne des données, on voit les biais à la sortie, bon, on est capable d'identifier des biais hein, dans ces systèmes-là. Et puis, bon, le sourcing, ChatGPT, quand moi je l'utilise, ou Bard, quand je l'utilise des navigateurs, il me donne quand même les sources. Ce qui est opaque, c'est les données d'entraînement. C'est pas enfin, il te dit quand même sur quel site il s'appuie. Il y a quelques efforts de citabilité, quand même, des sources qui génèrent la réponse automatique. Donc voilà, moi je suis d'accord sur le sourcing, on en reviendra dans des tables rondes. Les données d'entraînement, bah voilà, on ne sait pas ceux. Et puis en plus, il y a des systèmes de piratage, de scrapping automatique sur ces sites web sans qu'ils en aient l'autorisation. Là. Donc voilà, je voudrais un petit peu moduler le discours. Non, tu as raison, Guylaine. Si j'avais fait quelque chose de généraliste sur la question de l'IA, ça fait des années que j'y travaille, effectivement, y compris quand j'étais à la PFL, ça n'aurait pas eu cette allure-là. Mais il y a au moins une chose qu'il y avait déjà, et je reprends ton exemple de l'imagerie médicale, par exemple, puisque j'ai travaillé longtemps sur ces sujets-là, et que effectivement, typiquement, ce sont des choses qui supposent des experts dans la boucle, des experts des domaines. Non seulement ça, mais quand on fait et je l'ai observé pendant des mois dans les services de radiologie. Quand on fait quand on prend des décisions sur la base de ces images-là, il y a des choses qui peuvent s'automatiser sans problème, mais la question, c'est comment est-ce qu'on fixe des seuils où, de fait, quand il y a une incertitude trop élevée, à ce moment-là, on passe à un avis humain, et on est obligé. Et non seulement ça, quand il y a un problème entre les humains en question, un désaccord ou un flou, on a un autre niveau d'organisation pour traiter ça, qu'on appelle le staff hôpitaux français souvent, les CHU. Et donc, le problème, quand on est dans ce type de situation-là, c'est qu'on invente en même temps des designs organisationnels. C'est-à-dire qu'on dit comment est-ce qu'on contrôle ça, jusqu'où on va dans l'automatisation, et c'est ça qui est très important. C'est-à-dire qu'on est capable de donner les limites de tout cela, et on est dans un environnement très professionnel, avec des sets de données très professionnels qui ont été effectivement sélectionnés, qui peuvent être recontrôlés ou variés et testés, parce qu'on a de la recherche qui se fait, donc on est capable de tester les biais qui sont introduits, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas du monde de ChatGPT, ouvert grand public, etc., et avec une prétention générale de ce point de vue-là. Donc après, sur la calculabilité, et sur le fait qu'il y ait effectivement... c'est des choses qui existaient avant, je suis entièrement d'accord. Moi, au contraire, moi, j'ai toujours essayé de pousser pour qu'on accepte l'intérêt du calcul, y compris dans son aspect réducteur, mais en sachant ce qui est réduit et comment c'est réduit. Le problème, il est celui-là. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on atteint un certain niveau de profondeur et des couches de neurones et où on ne peut plus contrôler quelque pondération que ce soit, alors que même quand tu vectorisais, etc., tu pouvais encore
pas tout le monde, hein, évidemment, mais ceux qui avaient programmé, au moins, étaient capables d'aller chercher pour dire non mais attendez, il y a quelque chose qui ne colle pas, on peut revenir et on repondère artificiellement ou on essaye de comprendre pourquoi le système a pondéré cela de telle façon et a préféré telle option qu'une autre. Là, c'est terminé. Plus personne, même ceux qui l'ont programmé, le font. Et ils l'admettent très clairement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est un problème plus général qui est valable pas seulement pour le ChatGPT, qui est valable en général pour les IA à base de réseaux de neurones profonds. Effectivement, c'est jusqu'où on va dans ce sens-là. Ça veut dire qu'on donne la clé à on ne sait qui d'ailleurs, parce que c'est même pas ceux qui l'ont développé, parce qu'ils ne peuvent pas eux-mêmes rendre interprétable, du point de vue informatique, rendre interprétable les pondérations qui sont faites ou les différentes connexions qui sont faites à ce moment-là entre les différentes couches. Donc là, on a un vrai problème. C'est-à-dire que ça veut dire que, alors qu'on est dans l'IA symbolique, effectivement, on a des redondances, on sait qu'on manque des choses, mais on a des façons de le faire et on contrôle des choses comme cela. Ce qu'on a perdu avec l'IA collectionniste et qui est amplifié par les IA génératives, parce que là, ça vous produit des réponses à partir de là. Ce qui est au milieu. Oui, le problème, c'est ça. Alors, d'une part, souvent, on nous laisse croire qu'il y a de l'apprentissage non supervisé, ce qui est à peu près faux dans 99% des cas, et qui, en réalité, ça suppose d'avoir un contrôle sur tout cela. C'est ce que je dis, moi, avec les entreprises qui peuvent me demander des avis là-dessus, c'est dire, demander déjà d'où viennent les données qui leur ont servi à entraîner leur modèle. Parce que c'est très facile de sortir, de le faire superviser dans un domaine et de vous dire, tiens, c'est le même type de problème, grosso modo, que celui que vous avez dans votre entreprise. Alors qu'en réalité, c'est des mondes complètement différents. Et donc ça, c'est très important de pouvoir vérifier tout cela. Donc ça veut dire une traçabilité. Alors tu dis auditabilité, je suis d'accord, sauf qu'à ce niveau de complexité, ça devient quasiment impossible pour tout un tas pour les experts même du domaine. Donc là, on a atteint les limites, et tu as raison, ça, ce n'est pas un problème seulement de ChatGPT, c'est un problème général des IA connexionnistes, et qui deviennent effectivement ultra puissantes dans tout un tas de domaines, et on ne se pose pas trop de questions en matière de reconnaissance d'image, en se disant ça fonctionne tellement bien que on est plus performant que n'importe quel humain pour distinguer les propriétés d'une image. Oui, certes, mais derrière, quels sont les moments où il va y avoir des conséquences? Eh bien, ça, c'est des choses qui mériteraient d'être testées autrement, et surtout le principe même de dire qu'il n'y a personne qui est capable de rendre compte de ce qui s'y passe, là, c'est quand même un sérieux problème, quoi. Je vous remercie, Dominique Boulier. On va devoir arrêter les questions là.